Alors, merci. Première chose, effectivement, je souhaite remercier le jury pour l'attribution de ce prix pour CineMath. On est vraiment très heureux de ce prix. Voilà, c'est une vraie reconnaissance de notre travail depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, tout le groupe que je représente aujourd'hui vous remercie. Voilà, donc il y a différentes personnes qui se trouvent dans plusieurs régions de France. Donc, moi, je suis Roméo Hachi. Mon signe en langue des signes, c'est celui-ci, donc les taches de rousseur. Et j'ai un parcours d'études vraiment mathématiques. J'ai étudié à l'ENS de Lyon, j'ai fait un doctorat. Et après ce doctorat, je suis devenue enseignant en lycée, donc enseignant en mathématiques pendant 7 ans. Et très récemment, là en septembre, j'ai arrêté d'enseigner et je me suis orientée vers l'ingénierie et la recherche au sein du CEA, donc dans le domaine du climat. Alors, je vais vous présenter le groupe CineMath. Donc, quels sont les objectifs? Ça a été dit en introduction. Donc, on souhaite créer du vocabulaire en langue des signes et le diffuser. Voilà, je vous présenterai le site tout à l'heure. Donc, du vocabulaire mathématique. Donc, le signe, c'est CineMath comme ça avec les mains, parce que si vous regardez la forme que ça fait à l'intérieur de mes mains, ça fait le symbole de la somme. Alors, on peut se poser la question de pourquoi ce groupe a été créé au départ. Eh bien, parce qu'en fait, il faut savoir que l'enseignement bilingue, donc quand on dit bilingue, c'est langue des signes française et français écrit, donc pour les élèves sourds. C'est un enseignement qui est vraiment récent. Et la première classe bilingue a été créée dans les années 80, en 1984, donc ça fait vraiment moins de 40 ans que ce genre d'enseignement existe en France. C'est un enseignement qui se développe extrêmement lentement en France. Donc la première classe a été créée à Poitiers. Il y a une autre classe, enfin d'autres classes ont émergé un petit peu à Paris, à Massy, à Lyon, à Toulouse. Voilà, un petit peu disséminé en France, mais pas partout. Voilà, c'est un enseignement qui n'en est qu'à ses débuts. Et peut-être qu'en voyant la slide qui est au-dessus de moi, on peut s'interroger en se disant mais est-ce que ça veut dire que la langue des signes a été créée récemment? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Comment faisaient les sourds pour recevoir un enseignement avant ces classes bilingues? Alors, il est vrai que des écoles bilingues, on peut en retrouver en remontant au 19e siècle, voilà, ce qui fonctionnait plutôt bien. Donc, une école en l'occurrence qui se trouvait à côté d'ici, à l'Institut national des jeunes sourds, l'INJS de Saint-Jacques. Et voilà, c'était des siècles où il y avait beaucoup de débats avec des philosophies très différentes sur l'enseignement pour les élèves sourds. Donc, ceux qui prenaient la langue des signes et l'enseignement en langue des signes pour les élèves sourds, puisque c'était des élèves qui ne pouvaient pas entendre et donc ils pouvaient acquérir les notions en les écoutant, en les suivant visuellement en langue des signes. Et d'autres personnes qui prenaient plutôt l'éducation qu'on appelle oraliste. Et là, on disait qu'il était important que les enfants parlent pour qu'ils soient intégrés dans la société et que la langue des signes soit mise de côté. Donc ça a été vraiment de très grands débats pendant ces siècles. Et le côté oraliste a pris le pas sur la langue des signes, et notamment en 1880, à l'occasion d'un congrès qu'on a appelé donc le congrès de Milan, en Italie, où beaucoup de personnes venues de différents pays d'Europe se sont réunies et ont voté pour que l'éducation oraliste soit celle qui soit imposée dans les écoles et qu'on mette vraiment de côté la langue des signes. Donc pendant des dizaines et des dizaines d'années, les élèves sourds n'avaient pas d'éducation en langue des signes. On leur apprenait à parler et à lire sur les lèvres uniquement. Et c'est malheureusement à cette occasion qu'ils ont acquis beaucoup de lacunes puisqu'ils n'arrivaient pas à suivre les enseignements. Alors, je vous ai noté une circulaire voilà, dont il y a un extrait à l'écran actuellement, qui dit que l'objectif de l'enseignement bilingue, c'est de permettre aux élèves sourds d'atteindre les mêmes niveaux scolaires que les autres élèves de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel ils sont. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le même niveau pour tous ces enfants. Voilà, c'est entre guillemets être sourd, c'est pas une excuse, c'est pas parce qu'on est sourd qu'on doit avoir des lacunes. Et donc, pourquoi un enseignement bilingue? Parce que on a vu que l'enseignement de l'oralisme, ça n'était pas du tout qualitatif, ça ne donnait vraiment pas de résultats probants. Et dans les années 90, il y a une statistique qui a fait état d'environ 80% d'illettrisme chez les sourds en France. Et on s'est dit, mais on ne peut pas continuer comme ça en fait. C'est une méthode qui ne fonctionne pas. Il va falloir réfléchir à une autre méthode et c'est comme ça qu'a pu se développer l'enseignement bilingue. Et donc, en enseignement bilingue, on a besoin donc d'une pédagogie directement en langue des signes, et d'où l'émergence récente du groupe CineMath concernant les mathématiques.
Alors, comme je vous le disais, ça fait moins de 40 ans, ça reste encore très frais, cette éducation bilingue. C'est tout nouveau, il n'y a pas vraiment de recul historique sur le sujet. Et donc, la pédagogie en langue des signes, bah, bien sûr, c'est pour des élèves sourds signants. C'est donc des élèves qui ont pour langue première la langue des signes. Alors peut-être qu'on peut se dire, est-ce que la surdité, c'est un seul profil? Est-ce que tous les sourds s'expriment en langue des signes et ne parlent pas? Eh bien, en réalité, non. Il y a une grande diversité de profils. Il y a des sourds qui ne connaissent pas la langue des signes. Il y a des sourds qui savent parler et qui préfèrent, qui font le choix de parler plutôt que de s'exprimer en langue des signes. Personnellement, je m'exprime juste en langue des signes et je ne parle pas, mais j'ai appris le français écrit par ailleurs. Voilà, donc il y a vraiment différents profils de sourds, et en l'occurrence, l'éducation bilingue, c'est pour ceux qui signent. Alors ensuite, concernant l'université, alors en général, les étudiants handicapés doivent normalement avoir accès aux mêmes conditions d'études et de réussite que les autres étudiants. Et donc, ce sont les universités qui les accueillent qui sont responsables de ces bonnes conditions d'études. Et ce sont ces universités qui doivent proposer les aménagements adaptés, l'accompagnement selon les besoins de chaque élève, selon les handicaps. Et donc, les personnes sourdes peuvent avoir besoin, par exemple, d'interprètes en langue des signes, comme c'est le cas pour moi, par exemple. Voilà, pour moi qui suis signant, mais il peut y avoir d'autres besoins selon les types de surdité. Ça peut être une prise en note, par exemple. Voilà, c'est un sourd qui peut suivre à l'écrit ce qui est noté, par exemple, à côté de lui par un autre élève ou un transcripteur. Ça peut être voilà, une personne qui fait de la vélotypie, donc une transcription écrite en direct pour un écran. Ça peut être également des personnes sourdes qui vont être plus oralistes en général, qui vont faire appel à ce genre de choses, où il y a également le code LPC, la langue française parlée complétée. Donc quand on parle de parcours scientifique, et notamment mathématiques, au niveau du bac et le bac scientifique, ça va, on n'est pas trop mal. Pour les sourds, on a du vocabulaire à ce niveau-là en langue des signes. Alors on ne peut pas dire que tout va bien, mais bon, tout va bien ou à peu près. Ensuite, quand on rentre à l'université, on commence à avoir des blocages. Voilà, là, on va commencer déjà à manquer un petit peu de vocabulaire dès la licence. Voilà, il y a des notions, ça peut se compliquer. Et puis, des interprètes langue des signes française compétents en mathématiques, il n'y en a pas forcément beaucoup non plus. Donc, ils peuvent se retrouver en difficulté pour traduire des cours en licence. Quand on passe en master, évidemment, c'est encore pire. Voilà, on devient de plus en plus technique dans ce qui est étudié. Et voilà, quand moi, par exemple, ensuite, je suis passée en tant que data scientist dans mes études. Voilà, peut-être qu'en France, on doit avoir une ou deux personnes qui sont concernées et ça devient vraiment compliqué au niveau langue des signes. Alors le problème, comme je le disais, donc c'est le manque de vocabulaire en langue des signes, donc on appelle un signaire, et c'est pour ça que SigneMath essaye de créer beaucoup de vocabulaire en langue des signes en mathématiques, voilà, que on répertorie dans un site que je vous montrerai donc tout à l'heure. Et l'objectif donc c'est de toucher les enseignants et les élèves, et donc dans l'enseignement supérieur notamment. Et l'autre souci qu'on a, c'est que voilà, n'ayant que quelques endroits qui proposent une éducation bilingue en France, il peut y avoir un professeur, par exemple, sur Paris qui a sa façon d'enseigner, un autre sur Lyon qui va enseigner voilà, également de son côté comme il peut, et chacun crée un petit peu son vocabulaire, ses codes en langue des signes pour se débrouiller dans son travail, mais voilà, de façon isolée, chacun a son petit coin de la France. Et donc, pour une même notion, il peut y avoir des codes, des signes qui vont être différents. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mutualiser tout ça et d'harmoniser le vocabulaire sur la France entière, voilà, pour les mathématiques en langue des signes. Et on s'inspire donc des signes qui peuvent être créés par chaque personne concernée. Ah, bah, toi, tu as fait ce signe-là, moi, j'aurais plutôt celui-là. Et ensuite, on fait des débats sur lequel est le plus approprié. Et voilà, même au sein d'une même ville, parfois, par exemple à Toulouse. Donc Toulouse a une filière bilingue pour les enfants sourds de la primaire jusqu'au lycée, donc primaire, collège, lycée. Et même au sein de cette filière, on a des enseignants qui n'ont pas les mêmes signes pour les mêmes notions de mathématiques. Il y a un vocabulaire en primaire. Ensuite, ceux qui prennent la suite au collège puis encore au lycée ont des signes différents. Donc ça peut être très perturbant pour l'élève qui va avoir acquis une notion avec un certain signe et ensuite, quand il change de niveau, on lui en donne encore un autre. Et donc là encore, SigneMath va essayer d'harmoniser tout ça et de donner un signe unique au sein de tout le parcours scientifique et mathématique en l'occurrence de l'élève sourd pour leur donner en fait des meilleures conditions d'apprentissage.
Alors la diffusion des signes sur SceneMath, c'est donc pour une diffusion de vocabulaire, mais également de culture scientifique. Il y a également des vidéos qui existent. Il va y avoir un musée de mathématiques qui va ouvrir l'année prochaine et vous verrez qu'il y a des vidéos donc avec des mathématiques en langue des signes qui ont été produites pour ce musée. Voilà, on a utilisé des signes qu'on a acquis grâce à SceneMath, grâce au groupe de travail. Donc le site, je vous en parle depuis tout à l'heure, le voilà, le lien. Donc c'est un site qui a été créé en 2019. Alors voici comment se présente le site. Donc là, on a une page d'accueil. Alors vous voyez que vous avez différents termes mathématiques. Ça, ce sont les vidéos les plus récentes, les dernières ajoutées. On voit par exemple qu'on a donc des probabilités, hein, là en l'occurrence. Donc par exemple pour le premier, donc un événement impossible. Si on veut voir comment ça se signe, il suffit d'aller sur la vignette. Et voilà. Donc on voit la vidéo qui se répète. Un événement impossible. Bon, celui-ci a été plutôt simple à traduire. On a vraiment suivi, entre guillemets, le français. On fait événement impossible. Voilà. Parce qu'en réalité, en mathématiques, ça a le même sens. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas arriver en probabilité, donc un événement impossible. Alors, un événement élémentaire. Donc voilà, c'est un événement avec un seul élément. On peut agrandir également les vidéos si on le souhaite. Et on a également un onglet définition pour chaque signe. Et donc on y retrouve la définition en langue des signes du terme que l'on a choisi. Voilà, donc elle reprend ce que je viens de vous dire, c'est qu'un événement élémentaire, c'est un événement au sein duquel il n'y a qu'un seul élément. Donc on a des images également, des illustrations pour chaque notion, comme vous pouvez le constater à l'écran. Et donc s'il y a un mot que vous souhaitez savoir en particulier, vous avez également une barre de recherche qui se situe à gauche. Est-ce que là, maintenant, il y aurait quelqu'un qui souhaiterait voir un signe, par exemple, si on l'a en maths sur le site? Ok. Le voici. Alors, je me souviens justement que cette notion a fait énormément de débat. On a mis du temps avant de trouver un accord parce qu'on n'était pas satisfait et les signes qu'on trouvait ne marchaient pas et on a débattu vraiment extrêmement longtemps pour se mettre d'accord sur ce signe-là. Juste en lien, j'en profite pour vous montrer donc l'autre signe possible de diviseur. Vous avez même le choix. Alors, j'espère qu'il y est, intégral. Ah, navré, il n'a pas encore été rentré. La vidéo n'a pas été encore rentrée dans le site. Voilà ce qu'on fait pour intégral. Donc, et d'ailleurs, j'en profite, vous me permettez de faire un lien. S'il manque des signes, s'il manque un mot, vous pouvez nous envoyer un mail. Oui, j'ai vu une main se lever au fond. Le voici. Effectivement, c'est bien l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et effectivement, c'est bien de les avoir mis en lien tous les deux.
Là, je vais quitter le site et revenir sur mon PowerPoint. Il y a encore une question. Oui, une notion, partition. Une partition. Alors, je crois qu'il est justement en cours d'élaboration, en cours de débat encore. Mais je vais vérifier. Oui, désolé. Je pense qu'on va faire ce signe-là, partition. Alors, je vais vous expliquer le processus de création des signes. Donc, tout d'abord, il est important de respecter ce qu'on appelle en langue des signes l'iconicité et l'iconographie. C'est-à-dire qu'il est important que le signe soit fidèle à la notion mathématique et qu'il ait également un sens en langue des signes. Dans la langue des signes du quotidien, il existe, de toute façon, les signes ont un lien logique avec l'objet représenté. Ce sont des signes qui sont faciles à exécuter, faciles à mémoriser. Si jamais, donc imaginez que vous ne connaissez pas la langue des signes, donc je vais vous expliquer, il y a 5 paramètres à respecter, qui sont l'emplacement, la configuration, l'orientation, l'expression du visage et le mouvement. Donc je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Le verbe boire, qui se signe comme ça. La configuration de la main, c'est cette clé-là. Ensuite, on rajoute un mouvement qui est celui-ci, puis un emplacement qui est orienté vers la bouche, l'orientation qui est vers moi, et je peux dire donner à boire à un enfant, par exemple, en modifiant à la fois l'orientation et le mouvement. Bon, si je fais ça, vous imaginez qu'il va... Bon, le sens est autre, hein, on va dire qu'on boit tous par la bouche. Ah, et le dernier paramètre, l'expression du visage. Si je vais, avec cette expression, vous imaginez que j'ai très soif ou que... Enfin, on peut exprimer différentes choses avec ce dernier paramètre. La langue des signes s'exprime à la fois en 2D et en 3D. Par exemple, je peux parler d'une droite, comme ceci. Donc ça, c'est de la 2D. Mais je peux parler aussi du plan, qui lui est en 3D. Il est important de créer un lien également entre la notion et le signe pour qu'il y ait une certaine continuité. Par exemple, des droites qui se croisent, on va refaire 2 fois le même signe pour droite. Par exemple, si je fais 2 droites comme ça, elles ne se croisent pas, donc elles sont parallèles. Vous voyez, celles-là, elles sont perpendiculaires, pardon. C'est important que la notion représente l'iconographie des mathématiques et puisse être suivie plus facilement. Je vais vous donner plusieurs exemples. Et sur SigneMath, on propose plusieurs exemples, les signes plus la définition ainsi que l'image. Donc toutes les notions sont regroupées sur le site. Alors, jouons à présent. À votre avis, quel signe... Bon, ne vous inquiétez pas pour les plus jeunes d'entre eux. Enfin, si vous ne connaissez pas la signification de matrice, ce n'est pas bien grave. On vous pardonne. Avez-vous une idée de comment signer
ces termes. Alors, commençons par matrice. Ah, c'est vraiment très proche. Hein. Bon, une explication pour ceux qui ne connaissent pas les matrices. C'est un tableau de nombres qui est écrit donc, entre parenthèses. Au final, on va le signer comme ceci. Alors, il y a beaucoup d'autres signes liés à la matrice. On a la matrice nulle, la matrice triangulaire supérieure, la matrice diagonale. Ensuite, la bisectrice, à votre avis? Ah, on m'a proposé ceci, d'accord. Bon, c'est en lien avec la notion d'angle, hein, bien sûr. Donc ça, c'est un angle. Donc je garde cette forme-là, et avec la deuxième main, je vais ajouter ma droite. Voilà. Et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à regarder pour angle, on en a plusieurs. On a celui-ci également. Mais je trouve que le deuxième est plus difficile à reprendre du fait qu'on utilise déjà les deux mains, et le premier est plus ergonomique, je trouve, personnellement. Ensuite, comment feriez-vous milieu, pour le milieu d'un segment, par exemple? Ah, ouais. Voilà la solution. Donc, ça c'est milieu, comme le milieu d'un segment. Oui. Et le centre, donc si on parle du centre d'un cercle, il suffit de faire ça. Dernière notion, une idée pour écart-type? Alors je vais reproduire les signes. On me demandait pourquoi pas milieu avec le petit doigt, et pourquoi une différence entre milieu et centre. On peut faire l'un ou l'autre, hein, c'est interchangeable. Petit doigt, sans petit doigt. Tout est accepté. Alors, une idée pour écart-type? Alors, comment c'est représenté en mathématiques? Avec la courbe de Gauss. Et donc, l'écart, ça va être ça. Donc, voici ce qui reste en langue des signes, ce signe-là. Alors, et en dernier lieu, la variance. Donc, ce signe est toujours... Enfin, on en a débattu pendant un moment. Ça a vraiment été difficile de trouver un lien avec une représentation graphique quelconque. Donc on a retenu variance, mais il n'est pas encore sur le site. Le voilà. Donc l'écart à la moyenne. Ouais. Donc voici l'équipe de SigneMath. Donc notre fonctionnement est collégial, hein, tout le monde propose des signes. On les valide ensemble. Après, chacun fait comme il veut, et nous ne sommes pas une académie où nous ne faisons pas la police. L'objectif, enfin, la majorité vient de Toulouse, et il y a une majorité de sourds, mais quelques entendants ont rejoint l'équipe. Et tous ne signent pas,
Nous avons 2 personnes qui apprennent la langue des signes. Donc, n'imaginez pas que nous sommes, que tout le monde est expert en langue des signes, mais nous avons besoin des chercheurs universitaires qui nous permettent de nous réunir, de nous prêter le matériel et les salles. Donc c'est pour ça que ces personnes interviennent avec nous. Donc l'équipe a des profils variés. Nous avons des enseignants, des chercheurs, quelques étudiants. Donc 5 experts en linguistique de la langue des signes et 9 mathématiciens. Alors, plusieurs projets. Récemment, donc, au mois de mai, nous avons invité plusieurs linguistes à s'exprimer lors d'une journée d'études sur l'enseignement et la pédagogie chez SIGMAT. Nous avons un projet de partenariat avec l'IMSI qui développe des annotations automatiques de vidéos en lien avec l'intelligence artificielle. Nous sommes en contact avec une université en Belgique en vue d'une future collaboration. Et je vous ai donné, donc j'ai ajouté 4 liens en plus du lien du site. Sur Facebook, vous retrouverez différentes informations. N'hésitez pas à regarder le reportage qui a été diffusé sur l'émission L'œil et la main et un reportage qui a été réalisé sur le Blob. Pour le reportage de L'œil et la main, donc les maths à l'infini, c'est un reportage qui me suivait moi en tant que professeur de mathématiques et qui suivait une deuxième professeure de mathématiques entendante qui enseigne à des élèves sourds qui s'appelle Sophie Nat. Et donc ce reportage suit nos enseignements respectifs en classe. Alors mince, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc moi j'ai enseigné 7 ans en lycée, mais j'ai enseigné à des élèves entendants. Voilà, je le précise. Donc je donnais mes cours en langue des signes puisque je ne parle pas, donc face à des élèves entendants qui eux ne connaissaient pas la langue des signes, et je donnais mes cours avec des interprètes. Et donc je signais pour enseigner aux élèves et les interprètes traduisaient et on traduit les échanges. Donc si ça vous intéresse de voir ça, vous avez donc le reportage de L'œil et la main. Et il y a eu un autre petit reportage qui doit durer à peu près 5 minutes sur les maths et la langue des signes, donc un reportage du blog qui s'est intéressé aussi à SIGMAT. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, je peux transmettre après mon PowerPoint, comme ça vous pourrez directement avoir accès au lien. Et donc voici à l'écran affiché le nom de toutes les personnes qui composent l'équipe de SIGMAT. Merci à tous, merci de votre écoute. Il y a sans doute des questions. Oui, tout là-haut. Avant que j'y arrive, je vais poser moi-même une question. J'aimerais savoir comment lui, il est allé... Ah, ok. Après, je vous donne la parole. Comment as-tu réussi à aller aussi loin en mathématiques alors que visiblement tout ce langage n'existait pas et n'était pas à ta disposition? Eh ben, oui, effectivement, tout au long de mon parcours, je n'ai pas eu d'interprète pour me seconder dans les cours. Le lexique mathématique n'existait effectivement pas. J'avais même moi-même pas connaissance de comment exprimer les notions en mathématiques. Donc ma réflexion se faisait uniquement en français écrit et à l'écrit. Bien sûr que les échanges ont pu être compliqués avec les enseignants ou mes pairs.
Mais voilà, c'est pour ça que lorsque moi-même je suis devenue enseignant, je me suis vraiment posé la question de comment expliquer les mathématiques en langue des signes. Et j'étais moi-même confrontée aux freins. J'ai dû créer moi-même mes codes, comme je vous le disais tout à l'heure, mes petits signes, donc qui sont au départ simplement des codes entre moi et un interlocuteur, mais qui ne sont pas des beaux signes qui peuvent s'intégrer dans la belle langue, la langue des signes. Donc voilà, SIGMAT, c'était un apport précieux, y compris dans ma pratique de professeur, de tout ce glossaire qui m'a permis d'enseigner et de développer une pédagogie. Mais donc pour répondre précisément à votre question, dans mon parcours, je pense que j'ai réussi parce que j'adorais juste les mathématiques et que j'avais trop envie de progresser et de continuer. Il y a une question ici. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation, c'était passionnant. Alors, ma question, c'est au niveau du site internet. Donc, il y a le mot signé qui correspond au vocabulaire, et ensuite la définition, elle est en langue des signes, et j'ai pas vu la définition écrite en français. Pourquoi? Parce que je me dis, dans mon cas, qui suis une personne entendante, je préférais avoir la définition écrite plutôt que orale. Est-ce que c'est que les personnes sourdes préfèrent en général retiennent mieux avec les signes plutôt que l'écrit, ou c'est pareil, ou ça dépend? Voilà. Alors ça a fait aussi débat dans l'équipe. Est-ce qu'on devait mettre la définition en français, est-ce qu'on devait intégrer du texte? On a décidé finalement de ne pas le faire, de mettre le moins de texte possible sur le site. Après, parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas oublier que la destination du site, c'était pour des personnes signantes ou ayant besoin de la langue des signes. Excusez-moi, les interprètes font répéter, monsieur Hachi. Donc c'était pour des personnes qui avaient une connaissance au moins minimale de la langue des signes, qui s'ils viennent sur SIGMAT, c'est qu'ils sont déjà dans le domaine. Après, donc voilà, ça peut être des élèves sourds, évidemment, donc des professeurs, comme je vous disais, des parents d'enfants sourds, qu'ils soient eux-mêmes entendants ou sourds, mais donc qui ont des enfants sourds, donc qui souhaitent avoir une communication en langue des signes avec lui, des interprètes, français langue des signes, bien sûr. Je me rappelle que j'ai déjà vu aussi des professeurs de mathématiques entendants qui donnent classe en milieu ordinaire à des enfants entendants et qui ne connaissent pas du tout la langue des signes, qui n'ont pas cet intérêt-là, enfin, je veux dire, qui ont découvert le site par hasard, par curiosité aussi, et qui se sont saisis du glossaire en langue des signes pour leurs activités en classe. Et ils ont un moment avec les élèves où ils partagent ces signes-là, et ça rend les choses plus ludiques, plus vivantes. Ça aide aussi certains élèves à fixer la connaissance. Ensuite, pour ce qui est vraiment de la définition, comme on s'adresse plutôt aux personnes sourdes pour ce qui est de la définition, donc sourdes signantes, donc en langue des signes. Le mot, par contre, est bilingue, il figure aussi en français, il est plus accessible pour tout le monde, on va dire. Il y a une question ici. Merci pour votre exposé. On a bien vu qu'il y avait besoin de concertation pour se mettre d'accord sur des signes entre personnes de plusieurs villes. Mais en fait, je me dis que le langage des maths est assez international. Donc, que se passe-t-il dans d'autres pays? Et est-ce que ça pourrait être les mêmes signes qui décrivent une bissectrice ou une matrice dans différentes langues? En langue des signes, dans différents pays. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais on va déjà poser ce prérequis pour ceux qui ne le savent pas. La langue des signes n'est pas internationale. En effet, chaque pays a sa propre langue des signes. Et du coup, pour ce qui est des notions mathématiques comme des autres signes de la vie courante, les langues s'en saisissent différemment et les expriment différemment. Donc il y a probablement des signes, enfin certains même différents en fonction des langues des signes pratiquées. Par exemple, pour le mot nombre, nous au sein de SIGMAT, donc à la suite de nos discussions, on a validé ce signe. Nombre. Voilà. D'autres préféraient celui-ci. Personnellement, je n'aime pas ce signe-là pour nombre parce que je trouve qu'on peut le confondre très facilement avec la notion de chiffre ou la notion de calcul, qui peut se signer aussi comme ça parfois. Donc,
préfère, moi, qu'il y ait un signe vraiment distinct qui permet vraiment de différencier le nombre et le chiffre et le calcul. J'ai trois petites questions, mais qui n'en sont qu'une seule, en fait. Je voulais savoir si vous avez des différences entre des droitiers et des gauchers, et si vous pourriez nous faire le signe de la droite graduée, et si d'une manière générale, quand vous vous adressez à votre public, ce que vous le faites à l'envers, comme dans un reflet de miroir, pour que ce soit dans le bon sens pour la personne qui vous écoute. Ah oui, alors il faut aussi que je vous explique 2-3 petites choses sur la langue des signes française. Il y a une main dominante et une main dominée pour l'exécution des signes. Et donc vous êtes soit droitier, soit gaucher, c'est ce qui détermine votre main dominante, et vous utilisez toujours la même. Donc pour la droite graduée, voilà, droite graduée. Moi, étant droitier, c'est ma main dominante, la droite, qui bouge. Ma main dominée reste fixe, la gauche. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Ah oui, et pour ce qui est des élèves de la réception en face du signe, oui. Donc, effectivement, moi je signe, la main dominante doit être réinterprétée par la personne en face, c'est lui qui remet dans le miroir. Donc effectivement, ça peut être un petit peu confusant, mais c'est la convention. Je me rappelle par exemple d'un exemple de quelque chose qui c'était vraiment confusant, c'était pour les inégalités. Inégalités, c'est ça. Alors si moi je signe inférieur à, on peut se demander si c'est inférieur ou supérieur, parce qu'il faut à ce moment-là remettre mentalement l'ouverture, l'angle dans le bon sens. Donc effectivement, dans ce contexte-là, il y a un signe qui est beaucoup plus clair, inférieur, supérieur. Voilà, et là, il n'y a plus de confusion possible. Une question ici. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour les personnes étant atteintes de votre handicap dans les mathématiques de nos jours? Dans les mathématiques de nos jours. Alors c'est une question un peu difficile, je vais avoir un peu de mal à répondre. Bon, personnellement, au vu de mon parcours personnel, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés et de vrais blocages pour l'acquisition des mathématiques, mais parce que aussi j'étais vraiment passionnée. De ce que je peux remarquer pour les autres personnes sourdes, on va dire, ça va être la question du niveau de français qui va être un peu bloquante parce qu'ils ont un niveau de français souvent plus basique et donc il va falloir des phrases plus simples, etc. Et on sait qu'en mathématiques, le langage est important. Donc ça va être plutôt une question d'adaptation de la consigne ou du problème, enfin bon bref, du français écrit. Et pour ce qui est de l'enseignement, ben voilà, il y a aussi la question de l'enseignement tout simplement aux enfants sourds, et ça nécessite d'avoir une langue française écrite au minimum solide. Et je n'ai pas eu la fin. D'accord. Et ensuite, on peut passer aux matières plus spécifiques comme les sciences ou les mathématiques, mais il faut déjà que le langage soit inscrit. Et pour ce qui est des autres handicaps en dehors de la surdité, là, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas les connaissances. Est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans une équipe lorsqu'on est sourd? Et est-ce que votre interprète il doit vous suivre tout au long de votre journée? Ou est-ce que vous arrivez quand même à communiquer un petit peu avec votre équipe? Alors, quand vous parlez d'équipe, vous parlez d'équipe de travail D'accord, dans une équipe dans le milieu professionnel. Alors, lorsque je suis devenue professeure en milieu ordinaire, et comme je vous le disais, je donnais cours avec des interprètes. Donc évidemment, j'avais des interprètes quasiment toute la journée avec moi, que ce soit pour le cours ou pour les réunions, voilà, dans l'institution. Après, quand les interprètes ne sont pas là,
on peut avoir une communication simple, ça allait. Là, dans mon nouvel emploi, où je suis dans le domaine de la recherche, il n'y a pas d'interprète, je ne vois pas d'interprète au sein de mon collectif de travail. Dans les bureaux dans lesquels je travaille, quand j'ai besoin de communiquer avec un collègue, en général, on s'écrit, on passe par l'écrit. Et puis là, je commence un peu à les former, à leur donner 2-3 signes pour qu'on facilite la communication. Et ils sont réceptifs, ça les intéresse beaucoup. Deuxième, dernière question. Quand on est non-signant, quand on observe quelqu'un comme vous qu'ici, on trouve tous que que c'est extrêmement expressif. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider à la compréhension des mathématiques, notamment dans des classes élémentaires, qu'il y ait l'intervention du geste dans l'apprentissage des mathématiques? Est-ce que ça peut être une ambition de votre travail? Alors, comme je le racontais, j'avais rencontré une collègue professeure de mathématiques qui m'a dit elle-même utiliser le glossaire de SciMath avec ses classes d'enfants entendants. Et elle-même ne connaît pas la langue des signes, c'est voilà, une entendante très classique, mais le signe, comme effectivement, aide ses élèves à accéder au sens de la notion. Moi, je suis professeur de maths, je ne suis pas professeur de langue des signes, donc je vais répondre aussi à ma portée, mais je remarque effectivement, même avec mes élèves entendants, que l'aspect visuel de la langue des signes, que ce soit pour les droites, etc., peut les aider parfois à accéder au sens de la notion mathématique plus facilement. Lorsque je posais en fin d'année, je profitais avec mes classes de leur poser quelques questions. Et je leur demandais qu'est-ce que vous avez retenu comme signe. Et en général, de ce qu'ils avaient retenu, ils me montraient qu'ils en avaient retenu plusieurs, quoi. Mais pas forcément en lien avec le cours de mathématiques. Après, ça se fait aussi par imprégnation naturelle. Oui, par la mémoire naturelle. Donc on va à nouveau féliciter et remercier Roméo.